Place à cette conférence, et donc on appelle Roland Laskin, que tout le monde connaît, donc rédacteur en chef au Figaro Bourse, qui va avoir le plaisir d'animer cette table ronde institutionnelle. Merci Roland. Bien, bonjour et merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence. Le thème de la conférence est institutionnel, comment et pourquoi sélectionner une jeune société de gestion. Nous avons en France la chance d'avoir un vivier considérable de sociétés de gestion. C'est une opportunité, c'est un gage de dynamisme, c'est un gage d'innovation pour l'ensemble de la place et de la profession. La question, c'est de savoir comment, justement, développer et garder ce patrimoine dont nous disposons. Nous avons réuni pour cela, pour obtenir le témoignage des principaux institutionnels, une belle brochette d'experts. Nous avons d'abord Jean Ayrault, donc, qui est président de l'AF2I. Nous avons Philippe Desfossés, qui est directeur du Fonds de pension de la fonction publique. Philippe Dutertre, qui est directeur adjoint des investissements, notamment chargé de l'ISR au groupe AG2R La Mondiale. Nous avons Louis Péponnet, qui est directeur de la Caisse de retraite des notaires, Jean-Tristan Parodi, qui est responsable de la gestion délégué à la Caisse des dépôts, Alain Leclerc, président de la SICAV Émergence, donc chargé de l'incubation des jeunes sociétés de gestion, et Isabelle Rebraun, qui est directrice générale déléguée de Vega, du groupe Natexis. Alors je ne vais pas vous demander de vous présenter, tout le monde vous connaît, on va directement entrer dans le vif du sujet, justement pour parler de votre expérience de sélection de jeunes sociétés de gestion. On va commencer par Jean Ayrault. Votre charte qui a été mise en place par votre association, elle a, je crois, 2 ans maintenant. Est-ce qu'on peut avoir un premier bilan de son action, de son existence? Oui, bien sûr. Alors, la charte SGP Investisseurs, c'est une charte qui a été passée entre l'AFG et la F2I. Alors, pourquoi? De quoi s'agit-il? En fait, l'idée de base, c'était qu'il y a en France une particularité, c'est qu'il y a énormément de sociétés de gestion. Il y en a à peu près, il y a encore quelques années, il y avait une bonne trentaine de créations nettes par an. Je parle bien de création nette par an. Et effectivement, c'est une particularité en Europe d'avoir effectivement ce foisonnement de nouvelles sociétés de gestion. De l'autre côté, on sentait bien, et on le sent toujours, qu'il y a une certaine réticence effectivement à aller vers tout ce qui est nouveau. C'est une manie d'ailleurs assez française. Et donc, entre comment ça se manifeste, soit par des contraintes purement internes, ou qui d'ailleurs la plupart du temps ne sont pas justifiées, excepté pour se donner bonne conscience que les risques financiers sont contrôlés. Et puis d'autres, c'est des réticences propres à l'idée d'avoir effectivement des actifs dans des petites sociétés de gestion. En fait, la réalité, c'est que les investisseurs se privent souvent de la diversité de l'offre qui leur sont éligibles et des solutions innovantes. Alors, je sais que la F2I n'a pas pour habitude, effectivement, de ne regarder qu'une seule chose. Hein. Si vous avez vu, effectivement, récemment notre actualité, on a sorti un guide pour bien acheter des ETF, hein, parce qu'on considère qu'aussi c'est un véhicule qui peut être tout à fait utile dans le cadre d'une gestion institutionnelle. Malgré tout, n'oublions pas une chose, c'est que les institutionnels français, à part quelques exceptions dont je faisais partie, ont des portefeuilles essentiellement obligataires, hein, alors que la plupart des sociétés de gestion innovantes, elles s'intéressent aux actions. Donc il faut peut-être que tous les deux, hein, les investisseurs et les sociétés de gestion, se rapprochent pour essayer de trouver des solutions qui intéressent les deux. Faire de l'argent pour les uns et faire de l'argent pour les autres. Alors la démarche commune qu'on a prise avec l'AFG, ça consiste en quoi? C'est d'abord de donner les meilleures armes possibles pour un développement plus rapide. Donc ça, c'est relativement simple. Premièrement, lutter contre les stéréotypes. Donc je vais donner par exemple cet exemple-là. Fixer un ratio d'emprise maximum de 10%, quelle que soit sa taille,
sa nature juridique, les modalités de souscription et de rachat, la classe d'actifs et segment de marché. Tout ça, c'est un peu absurde. Alors, c'est sur notre site, hein, j'ai fait un petit papier qui s'appelle Comment faire un ratio d'emprise intelligent. Je vous le recommande. Ça, c'est pour les institutionnels. Se poser des bonnes questions. Est-ce que les sociétés de gestion sont-elles plus risquées que les grandes SGP? Alors, je sais qu'il y a Romain qui est dans la salle qui va peut-être me contredire, mais nous, on n'est pas persuadés que les sociétés de gestion petites ou entrepreneuriales sont plus risquées que les grandes. Si on regarde, alors j'ai fait la liste, hein, risque de réputation, risque informatique, risque de réactivité, risque organisationnel, vulnérabilité des infrastructures, risques légaux, surveillance des opérations de gestion. On s'aperçoit qu'effectivement, dans les grandes maisons, il peut y avoir effectivement une multitude de petits risques. Et donc, en fait, à y regarder de près, on s'aperçoit que les sociétés de gestion entrepreneuriale peuvent avoir moins de soucis de ce côté-là. Deuxième idée, c'est faire en sorte que les investisseurs aillent plus facilement vers des nouveaux fonds. Alors, il n'y a pas dans la charte SGP Investisseurs, ce n'est pas uniquement les petites sociétés de gestion entrepreneuriales. Hein. L'idée qui est chez moi assez forte, c'est qu'il faut aider les sociétés de gestion à développer des nouveaux produits et donc à faire monter en puissance des fonds qui seraient nouveaux ou des innovations financières pures et dures. Et pas seulement en France, c'est-à-dire l'idée aussi, c'est d'internationaliser la gestion française et de pouvoir se vendre à l'étranger. Alors, idée aussi, c'est effectivement faire en sorte que les investisseurs français aillent plus facilement mettre des sociétés de gestion entrepreneuriales dans leurs appels d'offres. Donc, on a fait, par exemple, avec l'AFG, et je vous incite effectivement à aller les chercher, un questionnaire type, voilà, société de gestion de portefeuille, assez simple. Il y a une version plus longue, là destinée à effectivement encourager les investisseurs à les demander. On en a fait une sur les expertises, hein, qui permet effectivement de développer ces idées, effectivement, lorsqu'on a une superbe expertise en matière d'un produit. Et puis, on a fait effectivement une série de chartes de bonne conduite, de bonnes pratiques, qui vont, pour le gérant, essayer d'assurer la maintenance de ses due deals, préciser le profil de liquidité de son fonds, maintenir un profil de risque et de gestion, informer des changements importants du volume et de composition du passif. Pour les investisseurs, c'est les encourager à renforcer la stabilité du passif des fonds qu'ils achètent, éviter le trading sur les OPCM qui souscrivent, prévenir le gérant, très important, lors d'une souscription ou d'un rachat, et surtout respecter la propriété intellectuelle du gérant. Informer aussi le gérant de ses contraintes, hein, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc nous cherchons de manière assez régulière, 2 fois par an, à porter la bonne parole, hein, et entraîner les SGP, les investisseurs. Je sais que Christian Jiménez dans la salle, on a fait une manifestation avec Père Emilia pour effectivement sensibiliser les responsables du contrôle des risques. On en a fait une aussi avec les principaux consultants de la place. Alors, si on passe au bilan, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il y a 32 sociétés de gestion signataires de la charte. Alors, mes enfants, hein, c'est pas assez. Franchement, ce qu'on demande, c'est pas grand-chose. Mais si vous ne faites pas au minimum ce qu'on vous demande, personne n'ira vous chercher. Hein, donc, l'année prochaine, il faut qu'au moins ce chiffre-là est doublé. Pas très compliqué comme objectif. Hein. Ce n'est pas doubler le montant des impôts, c'est doubler le nombre de sociétés de gestion signataires de la charte. Voilà ce que je pouvais dire pour terminer. Jean Hérault, merci. On va passer la parole à Philippe Desfossés. Donc le témoignage de la Caisse de retraite des fonctions publiques et notamment l'exemple de l'appel à des sociétés indépendantes. Je crois que vous avez assez tôt fait appel à Sycomore. Oui, d'abord, je reprendrai plutôt l'expression fonds de pension publique pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce que c'est une caractéristique évidemment très importante de l'ERAF. C'est-à-dire que nous sommes un véritable investisseur de très long terme, puisqu'on a un passif dont la duration est à 30 ans, et comme c'est un fonds de pension qui est jeune, l'intérêt c'est que la phase de montée en charge, qui va durer encore pas loin de 40 ans, assure des cash flows nets positifs assez substantiels, et dans l'immédiat très importants, puisque c'est de l'ordre de 2 milliards d'euros par an
pendant les 10 prochaines années que nous allons devoir investir. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que par rapport à ces caractéristiques, le cadre dans lequel nous évoluons ne permet pas d'en tirer tout le profit. Je formule ça de manière très polie, mais lorsqu'on a ce volume à investir et cette durée, on pourrait avoir un rôle encore plus important pour investir à long terme et accompagner effectivement, le cas échéant, le développement de l'expertise dont on a rappelé qu'elle était l'un des points forts en France. Je dis ça parce que il faut avoir présent à l'esprit que notre statut public rend obligatoire le passage par les appels d'offres publics, eux-mêmes soumis au Code des marchés publics. Donc, en clair, nous ne pouvons investir en direct que sur des souverains ou des quasi-souverains. Tout le reste est intermédiaire et passe donc par appel d'offres. Malgré cela, nous avons assez tôt pu accompagner le développement de l'innovation. Et je pense notamment à Tobam, dont vous avez dit un mot, puisque nous avons un fonds qui est géré par Tobam, sachant que nous étions très critiques sur tout ce qui était la référence au market cap comme pour les indices. Et donc, la démarche de diversification maximale nous avait intéressés. Alors, j'en viens maintenant au sujet du dernier appel d'offres que nous avions lancé pour investir dans les PME. En fait, nous avions déjà un fonds d'investissement dans les PME, mais là, il est plus spécialement destiné aux PME françaises. Alors, par rapport à ce que j'ai dit, je ne pourrais pas aller trop loin dans le détail, puisque, encore une fois, il s'agissait d'un appel d'offres public. En revanche, ce que je peux faire, c'est dire quels étaient les critères que nous avions retenus pour procéder à la sélection en général. Et par définition, vous comprendrez que ceux qui ont été retenus, et notamment Sycomore, qui est celui qui a obtenu le mandat actif, remplissait ces critères. Alors, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est d'abord des structures qui, par construction, sont tournées vers l'entreprise. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles ont été créées récemment, même si, en l'occurrence, Sycomore n'est pas né d'hier. C'est déjà... ils ont dépassé le stade des premières années, mais ça reste une jeune société de gestion. Et donc, on privilégie évidemment des structures qui ont cet esprit entrepreneurial. Deuxièmement, il y a aussi le fait que ces structures vont avoir une très forte implication sur le champ PME, puisque même si ce n'est pas la totalité de leur activité, ça reste quand même l'essentiel de leur expertise. Et donc, comme disent les anglo-saxons, ils ont beaucoup de skin dans l'affaire. C'est-à-dire que c'est un enjeu très, très important pour ces structures que de délivrer une bonne performance, puisque c'est l'essentiel de leur activité. Les points que nous avons évidemment regardés avec beaucoup d'attention, c'est la préoccupation là, qui peut venir avec la taille. Jean l'a évoqué en partie, c'est qu'on a tendance à penser que plus une structure est petite et plus la maîtrise des risques peut être un sujet de préoccupation. Donc, je n'entre pas dans le débat de savoir si c'est simplement un préjugé ou si cela peut être étayé par des problèmes éventuels. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation des investisseurs et on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Donc, il y a une attention particulière qui a été portée sur ce point. Ensuite, il y a une dimension particulière à l'ERAF qui est la dimension ISR, puisque le choix qui a été fait par le régime est dès le départ de n'investir que dans le respect d'un cadre ISR qui lui est propre. Donc évidemment, les trois sociétés qui ont été retenues avaient cette particularité ou cette expertise qui répondait à cette préoccupation. Donc voilà pour l'essentiel. Ce que je peux dire, c'est que l'appel d'offres a quand même suscité beaucoup de réponses, puisqu'on en a eu une douzaine, et que sur la douzaine, 8 émanaient de sociétés qui avaient été créées au cours des années 2000. Donc, encore une fois, je pense qu'on évoquait le French bashing.
moi, je pense qu'on a, à travers cette vitalité du monde de la gestion, un témoignage des atouts de notre pays qui ne sont pas suffisamment mis en avant. On a un peu tendance, c'est notre tempérament, à tomber dans ce qu'on appelle la sinistrose et à se couvrir la tête de cendre un peu trop souvent, alors que là, nous avons un bon exemple de vitalité. Ce qui est un peu dommage, c'est que parfois, il faut bien le reconnaître, les contraintes font que où on pourrait être beaucoup plus actif, eh bien, on se trouve à passer beaucoup de temps et dépenser beaucoup d'énergie pour surmonter des choses qui ne devraient pas entraver notre action. Et moi, à titre personnel, je regrette quand même que l'accès aux fonds ouverts soit toujours aussi limité ou que des contraintes puissent amener à se poser des questions sur est-ce qu'on pourra participer, par exemple, y compris sous forme de capital, à trouver une solution pour l'avenir de la place de Paris, mais c'est un autre sujet, mais qui nous concerne quand même tous, qui est quand même assez lié. Merci, on va passer à un autre Philippe. Philippe Dutertre. Jean Ayrault disait la gestion d'actifs, c'est pas seulement les actions, ce sont des domaines beaucoup plus larges. Vous intéressez, je crois, plus particulièrement à l'ISR. Est-ce que vous avez donc un témoignage à nous donner très direct sur le recours à des sociétés de gestion jeunes et innovantes dans ce domaine de l'ISR? Bien volontiers. Accompagné de jeunes sociétés de gestion, c'est une belle ambition, mais c'est une mission non écrite dans la plupart de nos règlements, je dirais, ou autres. Et pourtant, c'est une nécessité. Contribuer à faire rayonner le génie français dans la gestion d'actifs. Il existe, il est réel. L'AFG contribue fortement à sa promotion. Si la révolution américaine a eu ses Cincinnati, notre gestion d'actifs aura ses Carmignac. Pardon, c'est un très mauvais jeu de mots, j'espère qu'il le prendra pas mal. En tout cas, dans le domaine de l'investissement responsable, qui reste une terre de mission, donc là nous parlons d'émergence dans l'émergence, nous avons construit une démarche de 10 ans d'extension de l'ISR, de l'analyse extra-financière à l'ensemble des classes d'actifs et des stratégies, dont la multigestion. Nous avons construit une brique de multigestion responsable qui représente pas loin de 500 millions d'euros sur un total de près de 2,5 milliards gérés avec un filtre explicitement ESG. Nous l'avons fait d'abord dans le champ des actions. On a vu émerger un certain nombre de possibles. Le champ obligataire également. Nous avons fait avec une volonté politique, une ambition, nous l'avons fait avec méthode. Alors, quand j'étais petit, j'ai appris que Saint-Louis rendait la justice sous un chêne. Alors nous, on a fait un autre choix, on a changé d'arbre. Nous avons choisi le cèdre. Donc nous sélectionnons des talents sous le cèdre, celui de Cédrus, je pense qu'ils ont été identifiés. Et nous avons construit une poche incubation dans l'ISR. Alors, c'est soit accompagner des sociétés de gestion jeunes qui ont fait de l'ISR un vecteur de développement, qui ont structuré leur ADN autour de cette démarche, mais c'est aussi accompagner des acteurs qui s'ouvrent précisément à l'ISR. La poche multigestion ISR, c'est destiné pour nous à acculturer les meilleures pratiques françaises et étrangères dans ce domaine. Vraiment, c'est les best practices. C'est aussi contribuer au développement de cette démarche. Or, on sait, monter une société de gestion, aller chercher des sous, c'est compliqué. Et puis, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de moins en moins d'acteurs. Les poches, je dirais, il y a moins de poches. Et puis, il y a les ratios d'emprise. Je veux dire avec beaucoup d'intérêt, Président, votre papier sur le ratio d'emprise intelligent. Là-dessus, donc il faut s'engager. Et puis, je vous donne un exemple. Il a été cité un autre arbre, le sycomore. Je ne vais pas chanter Under a Sycomore Tree, mais néanmoins un jour, coup de fil, et ils nous disent voilà, les amis, on va s'ouvrir à l'ISR. Fine, venez nous voir. Et on a été au fur et à mesure convaincus par la densité du propos, les moyens mis en œuvre.
Et donc nous avons incubé les premiers fonds ISR de Sycomore. Et puis on leur a dit surtout, dites-le, parce qu'un fonds, c'est un actif, à la limite, dès qu'on a des sous, c'est facile, et puis c'est surtout un passif. Structurer son passif, construire des briques, et entrer dans une dynamique vertueuse, parce qu'on sait très bien que la dynamique peut être au contraire très vicieuse lorsque un investisseur se met à sortir et hop, il y a un effet en chaîne. Donc nous avons accompagné un certain nombre d'acteurs qui s'ouvraient authentiquement à l'ISR. Donc c'était des gens déjà établis, je pense à l'Échiquier, à Sycomore, à Métropole, mais là aussi qui ont commencé avec pas beaucoup de sous, mais la rencontre d'investisseurs et la sympathique combinaison de cette rencontre d'investisseurs et de leurs talents a donné de très beaux champions à notre industrie. Donc, et qu'est-ce qui réconcilie tout ça finalement? C'est une dynamique d'impact. Qu'as-tu fait de ton talent, dit le maître à son serviteur. Eh bien, là, il rencontre un jour un serviteur qui lui dit, eh bien, j'ai fait pousser de jeunes sociétés de gestion. Le maître est un peu surpris, mais après avoir réfléchi, il est content. Voilà un peu le sens de notre démarche. Merci. Alors l'impact, c'est également des performances, j'imagine, sur l'ISR. L'ISR est une démarche, c'est aussi un outil très puissant au service de la construction de portefeuille par l'identification de thèmes d'investissement, par l'analyse, par la capacité que cette démarche donne de capter des signaux faibles émis par tout objet, je dirais, d'investissement et porteur de grands risques. Et puis, il y a une métrique particulière de la performance, je dirais, responsable. Certes, il y a les points de base. Ça, c'est dans notre mission. Combien de points de base, quelle performance. Mais nous devons travailler sur une notion d'alpha responsable. Dans le private equity, par exemple, on ne s'arrête pas à la contemplation béate d'un TRI ou d'une courbe en J. C'est aussi en analysant le contenu en emploi de notre portefeuille. Et là, en cohérence avec la promesse du groupe AG2R La Mondiale. Donc, notre portefeuille de private equity, c'est 55 fonds. Mais si on prend une carte de France, c'est 200 sociétés, 85 000 emplois, des hommes et des territoires. Ça fait partie de la métrique. Merci. Louis Péponnet, la caisse de retraite des notaires, on s'en doute, ce n'est pas des spéculateurs acharnés. Et pourtant, vous faites régulièrement appel à de jeunes sociétés de gestion. Est-ce que vous pouvez là aussi nous donner votre témoignage? Quoique, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est clair que notre mission, c'est d'essayer de dégager le meilleur couple rendement-risque. Donc, dès lors qu'en prenant un peu de risque, on a quelque chance de dégager de la performance, pourquoi pas? D'autant plus que pour plusieurs de nos caisses... Alors oui, je vais peut-être rappeler un petit peu quel est le contexte de la caisse de retraite des notaires. Les professionnels libéraux sont regroupés aujourd'hui autour de 10 caisses, excepté les barreaux français qui, eux, ont fait sécession peu de temps après la guerre, ils se sont mis à l'écart. Il s'avère qu'il y a 3 caisses parmi ces 10 caisses qui ont un petit peu plus de réserve que les autres, que sont les médecins, les pharmaciens et nous-mêmes, et qui ont fait l'objet d'un rapport IGAS. J'en parle parce que le Figaro, dans les pages Chaumont, régulièrement, il y a un article, il y en a eu un la semaine dernière, justement, sur les conclusions du rapport IGAS à propos, justement, de ces 3 caisses dont je parle. Et effectivement, il nous est reproché de pourquoi vous n'êtes pas quasiment, je provoque bien évidemment, pourquoi vous ne seriez pas à 100% obligation. Oui, bien sûr. Mais on tient à dire qu'on est quand même assez fiers. Nos 3 caisses ont dégagé nettement plus de 10% de performance l'année dernière. Cette année seront également encore à plus de 10% pour l'ensemble de nos actifs financiers. Il est clair que si on devait gérer, je dis comme l'Archicarco, qui a l'air d'être le modèle, compte tenu de leur horizon de placement, il est évident qu'ils sont à 70% obligations et qu'on n'a pas le même profil de risque. Et donc nous spéculons un petit peu quand même, et c'est ce qui nous est reproché. Oui, je voudrais revenir surtout sur le titre de votre thème. Vous dites institutionnel, comment et pourquoi sélectionner les jeunes sociétés de gestion? J'aurais tendance à dire que on ne sélectionne pas des jeunes sociétés de gestion, on sélectionne des talents. Et toutes les sociétés qui ont été citées régulièrement, dans lesquelles nous sommes d'ailleurs, que ce soit Sycomore, Mandarine a été cité, l'Échiquier, Métropole, nous sommes dans toutes ces sociétés et beaucoup d'autres. À chaque fois, c'est parce qu'il y avait
quelqu'un qui avait 10, 20 ans de métier, qui avait montré une expérience et avec une vraie personnalité, un vrai discours, un vrai process, et qui un jour, pour des raisons multiples, soit parce qu'il avait une âme d'entrepreneur, soit parce que, disons-le, ça se passait mal avec l'entreprise dans laquelle il était, a souhaité créer sa structure. Je ne vous cacherai pas que pour 3 d'entre elles, nous avons été les premiers à créer des fonds dédiés avec 3 de ces jeunes sociétés dès qu'elles se sont créées. On a dit banco, on y va. Euh, alors pourquoi fonds dédiés? Simplement pour des problèmes de relation d'emprise. Il est évident que quand elles commencent, alors sauf celles qui se sont adossées, d'ailleurs c'est le cas un peu des 4 sociétés dont qu'on vient d'évoquer, s'étant associées, adossées, je veux dire, à des grandes structures, elles démarraient avec 200-250 millions. Donc c'était plus facile de rentrer là-dedans. Mais dans des caisses comme les nôtres, je suis très concret, hein, mais quand on met un ticket, on souhaite mettre un ticket au minimum de 10 millions d'euros. Donc dès lors, ça oblige, dès le départ, d'avoir un certain nombre d'actifs sous gestion dès le démarrage. Bon, je vais peut-être pas en dire trop dès le premier tour de piste, mais je pense avoir dit que ce que nous cherchons, bien évidemment, c'est des talents et on s'assure le mieux que nous pouvons qu'il y a bien évidemment des process de contrôle de risque et tout un ensemble de choses qui nous permet bien évidemment de rester dans la réglementation ou pas. On peut déplorer, je le dis, hein, c'est que dans les rapports IGAS qui viennent sortir, il suffisait qu'il y ait une seule ligne dans un fonds qui peut faire 10, 20, 30 millions qui n'était par exemple pas au CDE pour que tout de suite tout le fonds soit rejeté. Alors on était un petit peu surpris, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Donc on se débat avec ça, on essaie de voir, on en parlait avec Jean Hérault tout à l'heure et avec beaucoup d'autres, pour essayer de savoir comment nous allons sortir de ce rapport IGAS qui est sorti et qui est consultable sur Internet au propos de nos 3 caisses professionnelles libéraux. Voilà. Bien, merci. Jean-Tristan Parodi, la Caisse des dépôts, donc c'est vraiment le temple, la Mecque de la gestion. Vous avez tout ce qu'il faut pour gérer. Et pourtant, non seulement vous vous adressez à des sociétés de gestion, mais je pense que vous participez également à des travaux d'incubation de jeunes sociétés. Donc, pouvez nous expliquer le lien qu'il y a entre votre grande maison et des petites sociétés de gestion? Donc moi, je suis le grand vizir, si j'ai bien compris. Donc moi, la caisse est assez tentaculaire, il y a beaucoup d'entités. Donc moi, je travaille au compte propre, qui est assez spécifique et qui a ses contraintes, ou en fait, qu'il y en a peut-être un peu moins que mes camarades. Donc particulièrement, on a beaucoup d'actions. Alors nous, on n'appelle pas ça de la spéculation, mais de l'investissement de long terme. Et dans ce cadre, en fait, on est pas mal confronté aux jeunes sociétés de gestion. Donc je vous explique rapidement un peu justement à quel niveau on est confronté. Après, pourquoi est-ce qu'on fait ça, et comment on le fait. Donc à quel niveau on est confronté? Déjà dans nos gestions traditionnelles long only, où on a une approche en fait qui est relativement quantitative, voire très quantitative, et dans laquelle finalement la taille de la société de gestion a pas d'importance. Donc on screen des bases très importantes et très bien faites, dont certaines sont proches ici. Et finalement, on peut tomber sur des sociétés de gestion qu'on ne connaissait pas a priori. Bon, après, on a un certain nombre de filtres de taille et de track record. Donc, in fine, effectivement, c'est pas des sociétés, en général, c'est pas des sociétés qui viennent de démarrer, mais on va dire des sociétés de taille moyenne. Donc ça, c'est le traditionnel long only. En gestion alternative, on a fait pas mal de day one. C'est un peu moins la tendance aujourd'hui, mais on continue finalement via Emergence, sur lequel je vais revenir après. Et puis ensuite, il y a quelques projets spécifiques, des fonds spécifiques. Je pense notamment à tous les appels d'offres qui ont été faits sur les Nova et les Novo, où on n'est pas les seuls investisseurs, mais on a été un petit peu arrangeurs de ces projets-là, et où des petites sociétés de gestion ont été sélectionnées, donc Amiral et Tikeo, aux côtés de plus grandes sociétés.
Donc, pourquoi est-ce qu'on sélectionne des sociétés des petites sociétés de gestion? Les objectifs que notre directeur général nous a fixés à la direction des finances, c'est d'être un investisseur avisé au service de l'intérêt général. Donc l'intérêt général, bah, je pense qu'il est, il est à peu près clair, et je pense qu'Alain reviendra aussi dessus. C'est le développement de l'activité, la création d'emplois, l'exportation, etc. Puis également renouveler le paysage, dynamiser, faire apparaître de nouveaux acteurs. Et être au service de l'économie. Typiquement, Nova, Novo, c'est ça. Et ensuite et surtout, nous sommes des investisseurs avisés, donc on n'est pas des philanthropes. Si on sélectionne des petites sociétés de gestion, c'est parce qu'on y a un intérêt, on en a plusieurs. Un intérêt organisationnel, dans le sens où c'est des structures qui sont flexibles, qui sont souples, relativement accommodantes, auxquelles on peut demander de se plier plus facilement à nos souhaits. En termes de mandat de gestion ou de caractéristiques de gestion. Et le fait que ces sociétés soient petites fait que finalement on connaît tout le monde très rapidement. Et ça, c'est très intéressant. Ça permet vraiment de connaître les hommes. Ça permet d'éviter pas mal de baratins qu'on peut entendre dans des structures plus lourdes où tout est passé au filtre marketing, etc., etc. Puis il y a un avantage financier à plusieurs niveaux. D'abord, je vais aller assez rapidement, mais il y a plusieurs études qui montrent que des sociétés nouvelles ont tendance à mieux performer que les autres. Alors après, il faut faire attention à des biais de type biais du survivant. Mais néanmoins, on constate quand même que les jeunes sociétés sont en général extrêmement motivées. Elles sont sans doute plus concentrées sur ce qu'elles font, et puis elles ont besoin de créer un track record. Pour elles, c'est vital. Si ça marche pas dès le début, il y a peu de chances que ça dure très longtemps. L'autre avantage financier, mais là c'est dans le cadre de l'incubation, c'est qu'on est directement associé à la réussite en gros du projet entrepreneurial, à la croissance de la société, soit sous forme de partage de revenus, de fee sharing, ou alors en participant directement au capital des sociétés. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche, l'avantage financier qu'on cherche dans les petites sociétés de gestion. Évidemment, il y a des risques. On parlait du risque opérationnel. Mais c'est un des risques qu'on regarde, effectivement, mais pour nous, ce n'est pas le seul, loin de là. Le risque essentiel, au final, c'est un risque de disparition de la structure. Alors, si votre gestionnaire disparaît, bah, c'est embêtant. C'est embêtant à plusieurs niveaux. C'est embêtant parce que vous avez perdu du temps à le sélectionner, à le suivre, etc. Vous avez éventuellement perdu de l'argent. Hors fraude, évidemment, s'il est parti avec la caisse, c'est un problème. Mais ne serait-ce que des coûts d'unwinding, enfin de liquidation d'un fonds, bah, ça peut être important, surtout si c'est désordonné. Et puis vous avez aussi un coût quelque part d'opportunité. Vos actifs sont pas investis pendant un certain temps. Mais pour nous, c'est qu'un des aspects. Au final, il y a trois critères fondamentaux pour sélectionner une petite société. C'est effectivement, comme pour les autres, est-ce que ce sont des bons gérants? Est-ce qu'il y a un processus de gestion qui tient la route? Est-ce que le risque est maîtrisé? Et c'est risque de marché, mais c'est également risque opérationnel. Et là-dedans, on inclut aussi tout ce qui est performance durable. Pour nous, c'est important. Et c'est pas qu'une poche, c'est au travers de tous nos investissements. Mais aussi, ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de gérer une société? Parce qu'une petite société de gestion, bah, on a vite fait d'être plus pris par des considérations de gestion de sa boîte, de management d'équipe, de les trouver, de les motiver, de les payer, de trouver des fournisseurs, des clients, etc. Et un bon gérant n'est pas forcément un bon chef d'entreprise. Et dernier point, mais c'est plus spécifique en fait à l'incubation, c'est
est-ce qu'on a un plan de développement qui tient la route? Est-ce que c'est une société qui va arriver à collecter dans un environnement qui est difficile? Donc, est-ce qu'il y a une fibre commerciale? Est-ce qu'il y a une bonne capacité de communication? Est-ce qu'il y a un plan marketing, un positionnement marketing? Donc c'est beaucoup, en fait, au final, c'est beaucoup l'humain, c'est beaucoup la composition de l'équipe, la nature de l'équipe. Il faut prendre des références, il faut voir est-ce qu'ils vont arriver à travailler ensemble. S'ils l'ont jamais fait avant, c'est quasiment rédhibitoire. Il y a des anciennes stars qui montent des équipes et en fait ça se passe très mal. Donc au final c'est pas une science, bon, c'est de l'humain, donc c'est plus un art en fait qu'autre chose. Voilà en quelques mots. Merci. On va passer la parole à Alain Leclerc. Alors Alain Leclerc, tout le monde le connaît, c'est un ardent défenseur de Made in France en matière de gestion financière. Alors est-ce que justement le recours aux institutionnels, c'est un bon moyen, c'est le meilleur moyen de développer, d'aider à l'émergence, qui est le nom de votre fonds d'incubation, à l'émergence de nouvelles sociétés de gestion? Merci beaucoup. Bien sûr, on défend le Made in France, mais on défend le Made in France avec des moyens internationaux. Il faut que les Français deviennent beaucoup plus internationaux. C'est ce qu'on apprend quand on est breton et qu'on voyage. Disons que nous nageons dans un paradoxe constant. Nous sommes entourés de besoins de long terme, que ce soit pour le financement de l'industrie, de l'environnement, mon cher disciple de l'ISG, et personnel, retraite, dépendance, etc. Et nous sommes dans un pays qui, assoiffé, je dirais, de dettes et de dépenses publiques, a fait que nous avons une fiscalité à l'envers. C'est-à-dire qu'on favorise tout ce qui est court terme par rapport à la satisfaction des besoins court terme. Bon, ça c'était pour la partie, je dirais, verre à moitié vide. Maintenant, je vais vous dire que le verre est à moitié plein, et c'est à nous, les professionnels, de jouer. Parce que je serais du côté pouvoir public dans des difficultés très difficiles, qu'il faut reconnaître, dans un contexte difficile et qui ne date pas uniquement d'aujourd'hui. Je me tournerai vers vous tous en disant, mais attendez, vous me demandiez des moyens de financement parce que BAL 3, qui est fondamentalement positif pour nos métiers, va nous pousser à recourir plus au marché financier. Donc, première bonne nouvelle. Vous nous demandiez un moyen supplémentaire de financer les PME, les ETI dont nous rêvons quand on voit l'Allemagne. Voilà le PEA qui a été voté par une chambre qui n'est pas tellement, je dirais, encline à voter ce genre de choses. Vous demandiez des contrats d'assurance vie qui prennent plus de risques, modestement, mais il faut bien commencer quelque part. Vous avez l'eurocroissance. Vous demandiez de redévelopper une plateforme boursière. Nous vous encourageons pour une plateforme boursière qui va vous permettre peut-être de reconstituer de l'analyse financière qui a bien disparu au cours des dernières années. Merci Solva, ou hélas Solva. Vous nous demandiez d'avoir le statut de pigeon. Alors parlons à voix basse, parce qu'il y a peut-être encore un dernier scud qui peut arriver, mais vous allez être considérés comme des pigeons. Donc, quelque part, à vous de jouer la place. C'est difficile, il faut prendre l'occasion. Et il va falloir prendre l'occasion, je dirais, en jouant plus collectif. Je suis stupéfait de voir qu'il n'y a pas le moindre discours allégorique, surtout depuis les dernières élections, vers les Allemands en disant « Ah, ils chassent en meute ». On le savait depuis bien longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale, ils savent chasser en meute. Les Français chassent en individuel, chacun sur son petit terrain. Bon, donc c'est le moment de regrouper nos efforts pour véritablement mettre en commun des moyens. Ce qui n'empêche, je dirais, que chacun peut aller tirer son coup, je dirais, aussi, pour trouver des perles rares ou accompagner
des perles rares qui ont été découvertes. Mais il faut d'abord que le terrain soit propice. Je vois mon ami Alain Piton, secrétaire général de Paris Europlace. Je ne crois pas me tromper en disant que le budget de Paris Europlace, puisque Émergence est né de la cuisse de Paris Europlace, si je puis dire, a un budget qui est 1/10 de celui de la place de Londres. Nos amis anglais chassent en meute avec des moyens qu'ils mettent tous en commun, et ça ne les empêche pas, chacun, de faire également ses affaires. Donc, renvoyons du côté public et politique ce qui est politique et public, et il y a beaucoup de choses à faire et à dire, mais regardons-nous nous-mêmes et agissons. Alors, évidemment, ça arrive tout naturellement au fait que quand il y a une entreprise commune d'investissement pour détecter des jeunes sociétés de gestion, évidemment je parlais d'émergence, c'est le moyen de rassembler les efforts et dans un cadre tout à fait novateur qui donne, je dirais, la plus grande part de la gouvernance aux investisseurs institutionnels, puisque nous avons obtenu de l'AMF, que je remercie, il y a 2 ans, d'avoir avec nous-mêmes et nos amis de GIT qui ont fait un travail remarquable, mis sur pied une gouvernance partagée, où les investisseurs institutionnels ont leur mot à dire dans la sélection. Et ensuite, évidemment, chacun voit taper à sa porte des tas de gérants, innovateurs, etc. Nous en avons reçu avec nos amis de New Alpha pour le premier compartiment émergence, performance absolue, qui avait un petit relent d'alternative, il faut bien dire, donc tout le monde n'y est pas venu, c'est normal, 130 candidats. Je ne dirais pas qu'ils étaient tous de la même qualité, mais après un tri très sévère, après une vingtaine de candidats vraiment tout à fait passionnants, on a sélectionné 5. C'est-à-dire que jouer collectif ne veut pas dire ouvrir une arroseuse municipale. Donc il faut être sévère dans la sélection pour vraiment trouver ceux qui auront une chance demain. Ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas, on peut se tromper, mais les 9 des plus grands institutionnels français qui nous entourent, et je salue tout le travail que mon voisin fait en tant que président du comité d'investissement d'émergence, est un travail extrêmement sérieux. Ce deuxième compartiment que nous ouvrons maintenant est orienté sur l'equity, et l'equity européenne et française. Et là, nous sommes vraiment dans le cœur du geste où la gestion doit participer au financement de l'économie et en fonds propres. Il y a eu nouveau remarquable réussite, mais c'est encore une fois de la dette, même corporate. Maintenant, il faut réanimer le marché action avec ces nouveaux gérants. Et nous en avons une quarantaine déjà inscrits sur la liste de l'examen. Compartiment sur lequel il y a combien de sociétés de gestion en ce moment en portefeuille? Écoutez, le second compartiment, on a ouvert il y a peu de temps, je dirais, l'appel aux candidats. On en a 40, 50 qui sont à peu près listés et qui commencent à être examinés. Mais nous ne voulons pas les examiner avant que le tour de table des investisseurs soit constitué, puisque c'est ce tour de table des investisseurs qui, avec nous et avec l'aide du gérant délégataire New Alpha, qui s'est rapproché de nos amis Next, dans un projet très ambitieux d'être le premier incubateur européen. Donc voilà de la conquête internationale. Donc on est sûr qu'en 2013, on a au moins 40 nouvelles sociétés de gestion qui sont prêtes à démarrer. Non. Le projet est ambitieux, c'est de trouver les futurs qui ont été cités tout à l'heure, les futurs mandarines, les futurs Tobam, les futurs Comgest, etc. Et tous doivent avoir des moyens de la grande exportation, puisque les capitaux long terme se trouvent un peu en France, et merci tous ceux qui nous aident, mais encore plus internationalement. C'est là le grand changement qu'il y a dans la structuration des nouvelles sociétés de gestion. Merci. Et puis donc on a gardé le meilleur pour la fin.
On va écouter Isabelle Rebraun. Donc vous êtes donc directeur délégué de Vega, le groupe Natexi. Vous êtes très impliqué dans la multigestion. Quel est comment vous-même également vous sélectionnez dans vos différentes spécialités les fonds que vous utilisez? En fait, on sélectionne les petites sociétés de gestion et les nouvelles sociétés de gestion un peu exactement, on va dire même avec le même processus de sélection et d'analyse que pour les anciennes sociétés de gestion. Pourquoi investissons-nous sur les petites sociétés de gestion ou les sociétés de gestion innovantes? Eh bien parce que tout simplement, le métier de multigérant, c'est d'aller chercher des talents. Et donc, bon, effectivement, il y a de la qualité dans les grandes maisons de gestion, mais globalement, quand même, tout ça se ressemble quand même peu ou prou. C'est présenté un peu de la même façon. Et finalement, on a aussi du mal à voir des personnalités fortes se dégager ou un peu différenciantes. Parce que le multigérant, c'est effectivement aller chercher des talents un petit peu différents et pouvoir assembler des alphas différents. Donc, évidemment qu'on s'intéresse aux petites sociétés de gestion et aux fonds qui se créent et qu'on investit chez eux. Alors en fait, le point clé dans notre process d'analyse, qui est le même et celui sur lequel parfois les jeunes sociétés de gestion se heurtent, c'est l'organisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a dit, quelqu'un déjà a dit autour de la table, en fait, c'est pas parce qu'on est un bon gérant qu'on est un bon gestionnaire d'entreprise, un bon entrepreneur. Et je pense qu'au-delà de ça, donc notre sujet pour nous, là où effectivement il y a un obstacle parfois sur lequel on bute, c'est le trio ou le quatuor qui s'organise. Et la clé de voûte de la réussite, me semble-t-il, c'est, je vais dire une lapalissade, mais que le gérant, le talent, gère bien. Qu'il continue à gérer, qu'il ne soit pas happé par toutes sortes d'autres sujets, même si effectivement donc, il a forcément une nature entrepreneuriale, donc il va s'investir dans la promotion de son savoir-faire. Mais globalement, ce qu'il faut quand même, c'est qu'il puisse gérer, consacrer du temps et qu'il ne soit pas effectivement embourbé et happé par toutes sortes d'autres préoccupations, parce que ce qu'on achète, c'est un talent. Et donc, il faut qu'il y ait une organisation claire, avec des distributions de rôles bien identifiées. D'un côté, le gérant qui peut donc se livrer effectivement à l'exploitation de son talent, puisque c'est ça qu'on va rechercher. Ensuite, à côté, effectivement, donc quelqu'un qui va plutôt prendre en charge, entre guillemets, toute l'intendance. C'est pas, je dirais, négligeable, mais effectivement, il faut qu'il soit dédouané de tout ça. Et puis, quelqu'un qui va s'investir dans le fait d'aller lever des encours. Je pense que, voilà, il faut effectivement regarder ça de près. Et c'est parfois ce sur quoi ça bute quand on regarde les jeunes sociétés de gestion. Je dirais qu'ensuite, le sujet, c'est, ça a été dit aussi, hein, le fait de regarder si ce trio ou ce quatuor se connaît depuis de longues dates, parce que même avec ça, ça n'est pas garanti que tout ça puisse s'équilibrer dans un petit modèle très différent. On voit parfois des gérants, effectivement, qui sortent de grandes sociétés de gestion et qui n'avaient pas mesuré tout ce que cela voulait dire. Et donc, c'est important de regarder ça. Pour qu'effectivement on puisse imaginer que les principaux obstacles qu'on a pu constater, puisqu'on a quand même un recul, les équipes qui font de la sélection chez nous ont un recul d'à peu près une vingtaine d'années, donc on a vu toutes sortes d'histoires. On a beaucoup travaillé aussi dans le monde du hedge, et on est encore dans le monde du hedge, donc on a aussi un regard sur l'international avec des histoires qui se passent bien, des histoires qui se passent moins bien, et on a donc une capacité à identifier un petit peu les points bloquants qui ont pu conduire soit des histoires vraiment à bien se développer, soit au contraire à finalement s'arrêter. Voilà, donc les talents, donc, nous les accompagnons à vrai dire assez tôt. Il y a un petit, je dirais, un petit travail, un homework obligatoire à faire, hein, qui est de remplir un questionnaire de due diligence et de ne pas hésiter à l'envoyer aux multigérants, parce que de toute façon, on aime, et ça a été dit aussi, ce qu'on aime, donc, c'est les talents et une rencontre humaine ou avec une équipe qui porte un projet. Et là, donc, c'est très important pour nous d'accompagner dès le point de départ, même si on n'investira pas forcément dès le point de départ. Parce que d'une façon générale, on attend quand même de voir, même si on a connu le gérant aussi dans une grosse structure, là aussi, il y a un enjeu, c'est un peu différent d'être aux manettes. On ne réagit pas forcément de la même façon. A fortiori, par exemple, aussi sur les hedge funds, parfois on a des traders donc, qui sortent de salles de marché, qui se retrouvent à gérer, ce n'est pas le même métier, c'est pas du tout le même métier.
Certes, il y a les marchés financiers, mais ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Donc, il faut regarder ça de très près. Et donc, je pense que le simple fait déjà de rédiger ce questionnaire de due diligence, alors il y en a un qui est mis à la disposition donc, par l'AUG, eh bien, c'est déjà aussi se projeter soi-même en tant que société de gestion naissante sur un ensemble de points d'interrogation pour bien regarder, faire son autocritique et se questionner et rédiger. Et déjà, si on a du mal à poser, rédiger les choses de façon claire, on peut aussi identifier les points de blocage. Voilà. Et donc, l'intérêt pour nous, et donc nous accompagnons, nous investissons sur les petites sociétés de gestion, les sociétés de gestion montantes, en France et beaucoup à l'étranger par notre biais de multigestion alternative. Eh bien, nous commençons par mettre des petits tickets. Et ce qu'on aime bien, c'est effectivement de voir ces sociétés donc, évoluer, un contact humain. Ça a été dit, donc je dirais, moi je pense que ce sont des gens vrais qu'on rencontre. Alors que c'est vrai que quand on est dans les très grosses structures, finalement, il y a le marketing, il y a le product specialist, etc. Voilà, donc il faut en avoir un peu, mais globalement, le multigérant, si on vient chez nous, c'est parce que justement, on va aller chercher des choses qui ne sont pas déjà accessibles par les publicités, par les équipes de vente qui font la promotion, parce que c'est leur boulot. Nous, on va plutôt aller chercher les pépites, celles qui sont donc effectivement pas forcément portées par un effort commercial important, mais chez qui on va rencontrer donc des alphas, parce qu'en fait notre sujet c'est de trouver des alphas, qui donc dans différentes configurations de marché vont pouvoir nous apporter le bon matériau pour la construction de l'assemblage, qui est en fait une maîtrise d'œuvre, c'est ça, c'est à utiliser le bon matériau en fonction de l'anticipation de marché qu'on a et de la capacité qu'aura tel ou tel alpha de gérant à se déformer dans tel ou tel contexte de marché et faire en sorte effectivement de travailler sur le fait que tout ça ne se recorrèle pas. C'est le vrai sujet. Est-ce qu'il y a un vrai alpha différenciant d'une société de gestion à une autre, de ce gérant à un autre? Ou est-ce qu'au final, quand je regarde bien les choses, finalement, c'est un peu, je ne me diversifie pas, c'est une diversification illusoire. Ensuite, ce qui est très très important pour nous, c'est la transparence. C'est effectivement qu'on puisse avoir une vraie compréhension de ce qui se passe dans le fond, dans la durée. C'est pour ça que je vous dis, nous on accompagne et parfois ça prend 18 mois à 2 ans avant qu'on rentre dans un fonds. Par contre, on sort lentement, contrairement à ce qui peut être dit aussi, des légendes sur les multigérants. On est quand même comme un gérant institutionnel, puisqu'en fait, c'est long pour rentrer, mais à partir du moment où c'est positionné, on garde le fonds à l'intérieur, à condition, et ça c'est la condition sine qua non, qu'on garde le contact, qu'on ait la transparence, et que le gérant nous dise ce qu'il fait et fasse bien ce qu'il nous a dit qu'il allait faire. Ça, dès qu'il y a un petit style drift, une petite différence de gestion qui s'organise, on n'aime pas ça et c'est assez rédhibitoire. Ensuite, l'adossement de Vega au monde de la banque privée aujourd'hui fait aussi par nature qu'on souhaite aller chercher des petites sociétés de gestion. Et donc au-delà de faire la multigestion nous-mêmes, ce qui est plutôt fait pour les institutionnels qui nous confient des mandats de multigestion et sur nos fonds de fonds, on conseille les gestionnaires, les banquiers privés. Et donc, on a accès à tout un ensemble de clients fortunés qui sont à l'écoute non seulement de la recherche de talents, mais aussi parce que leur histoire, c'est d'avoir été entrepreneur. Et donc, ils sont très sensibles à ça, à la construction et à l'histoire d'un entrepreneur dans la gestion. Et il y a une dimension, je dirais, qui les appelle aussi par rapport à ça. Donc, c'est une raison aussi pour, étant Vega, donc avec une maison mère majoritaire qui est la banque privée, qui fait qu'on regarde de près les petites sociétés de gestion. Et à côté de notre métier de multigérant, on a développé un pôle conseil où, en fait, on conseille les investissements en direct, on n'investit pas nous-mêmes, mais on conseille, on aide effectivement tous ces clients fortunés à identifier des talents dans cette double perspective. Du talent avec, je dirais, un vrai militantisme discret de gens fortunés et effectivement la volonté d'accompagner des jeunes entrepreneurs ou des moins jeunes entrepreneurs, mais des jeunes sociétés qui se créent en France. Vous parlez de petits tickets, il faut combien de temps pour jauger, pour être en confiance avec une société de gestion? Alors je vous dis, parfois ça peut durer 18 mois. Et les premiers tickets qu'on peut mettre, alors c'est petit, c'est du 3 millions, 4 millions. Parce que 18 mois c'est peu, on voit des sociétés de notation qui ne commencent à noter des fonds qu'à partir de 5 ans souvent. Oui, c'est une question ouverte.
Alors oui, effectivement, enfin, en tout état de cause, par exemple dans le monde du hedge, alors ça vient effectivement du fait qu'on ait une culture qu'on a importée depuis de nombreuses années, puisque là on a effectivement, donc ça fait à peu près 15 ans que nos équipes travaillent sur la sélection de hedge funds, et donc on a survécu, hein, nos activités ont survécu à toute cette crise. Bon, dans le monde du hedge, c'est une caractéristique, hein. Vous allez sur des jeunes fonds et des track records assez récents. Et d'ailleurs, ça a été dit, hein, globalement, parfois il faut savoir rentrer assez tôt, parce que de toute façon aussi, il ne faut pas avoir la course aux encours énormes. Il y a un vrai sujet par rapport à ça. Il faut savoir être raisonnable par rapport au type de stratégie de gestion qu'on met en place pour garder effectivement la capacité à générer l'alpha qu'on a mis en exergue quand on a commencé à construire son fonds. Et donc, il y a des sociétés de gestion qui ferment leurs fonds à un moment donné, et nous, on trouve ça plutôt rassurant, justement par rapport à cette problématique. Bien rester focusé sur le fait de construire ce premier step d'histoire de création d'alpha, pas vouloir grossir à l'infini. Et on sait très bien que les gros fonds, les très gros fonds, vous ne pouvez pas, ayant fait de la gestion pendant des années aussi, et du trading en salle de marché, on sait très bien qu'on ne peut pas faire la même chose quand on a un paquebot de 2 milliards et quand on gère un fonds de 20 millions. C'est pas vrai. Alain Leclerc, un retour d'expérience sur ce sujet? Oui, je voulais compléter. Nous le connaissons depuis longtemps. Nous avons sévi dans des mêmes comités d'investissement dans le passé. Je partage énormément de ce qui vient d'être dit. Je vous propose de joindre le club émergence. Vous avez exactement les mêmes critères. La petite remarque ou addition que je ferais, c'est que c'est bien d'investir des petits tickets. On est un peu dans le monde du private equity si on fait ça. Notre challenge est un peu différent. Nous devons nous positionner quand même comme grands gérants internationaux aussi. Les Français ont une place. Hein, nous avons 4 des plus grands gérants, 4 des 20 plus grands gérants internationaux. Nous avons la prétention de monter à ces niveaux. Et quand on voit notre ami Édouard Carmignac souvent cité, on connaît la taille des actifs. Quand on voit la taille qu'a un Tobam actuellement, quand on voit la réaccélération de notre ami Didier Le Ménestrel, on est obligé de se dire que nous avons une place spécifique dans le monde international et que là, on est obligé quand même d'avoir des tickets qui sont plus importants. Dans le cas d'émergence, dans le premier compartiment alternatif, c'était 30 millions par nouvelle société de gestion. Dans le second, ce sera 50 millions. Donc c'est un vrai push que l'on donne à ces sociétés pour les propulser sur une scène internationale. Donc je dirais que nous avons à peu près les mêmes critères, hein, de qualité de gestion, qualité de promotion, de vente internationale, qualité de gestion interne. On veut des vrais entrepreneurs, mais je dirais qu'on veut mettre la barre encore plus haut. Et on peut le faire parce que les marchés sont quand même très très vastes et les catégories d'actifs n'arrêtent de s'élargir. Mais sur la base, je souscris tout à fait. Ce que je voulais dire par rapport à ça, donc c'est non, c'est pas contradictoire parce qu'en fait là je parlais des tickets, par exemple des clients fortunés. Donc on va dire voilà par rapport à un compte d'un client fortuné en moyenne, où vraiment ce qui est utilisé en termes de gestion financière, c'est 20 à 30 millions. Déjà, de mettre un ticket de 3 millions sur une société émergente, c'est qu'on l'a bien convaincu. Une dernière petite intervention, M. Péponnet. Non, je voulais simplement, à propos de spéculation, j'espère que vous avez compris, il s'agissait d'une boutade. En tout cas, je souscrivais à tous vos propos, ça c'est clair, et vous avez très bien défini tout le processus. Donc, je voulais simplement dire que pour des petites structures comme les nôtres, on ne peut pas se permettre d'avoir, sous prétexte de faire du Made in France et d'aider des petites entreprises, on ne peut pas se permettre d'avoir trop de lignes. Et suivre déjà 40 fonds ouverts et dédiés, c'est vraiment un maximum et ça n'apporte plus rien d'aller rajouter des lignes en termes de diversification et de contrôle de risque. Donc, on essaye de s'arrêter à ce niveau-là. Bon, voilà. Juste pour compléter, pour un investisseur institutionnel de taille moyenne ou grande, l'impossibilité d'aller sur des fonds ouverts fait qu'on n'ira pas mettre des tickets de 3 millions, quel que soit le souhait qu'on pourrait avoir, parce que
ça fait trop de lignes. C'est-à-dire que ce qu'on peut envisager, c'est 50 millions d'euros, parce que voilà, ça a dû pour démarrer. Mais aller mettre, s'il faut faire un appel d'offres public pour aller mettre 3 millions d'euros en bout de course, non, ça n'a pas de sens. Donc on revient à cette contrainte et au bon équilibre à trouver entre aider au démarrage sans mettre trop d'argent, parce qu'il faut rester sur la gestion et valider le business model, et puis en même temps prendre en compte les contraintes qui existent. Franchement, si on doit étendre le champ des appels d'offres publics à d'autres caisses, ça va poser les problèmes que nous rencontrons. Hein. Allez, le mot de la fin à l'investisseur responsable. Pour le président Hérault, ah bon, s'il l'accepte. Mais juste quelques réflexions. Effectivement, lever des fonds, aller chercher des sous, c'est compliqué. Je crois qu'il faut être multicanal. C'est de plus en plus compliqué en France, donc il faut aller à l'étranger, revisiter son modèle son architecture de distribution. Mais l'incubation, ça prend du temps. Objectivement, c'est une question de chef. Donc, grand principe, upper is always better. Donc, parce que le chef, c'est celui qui est capable de gérer la symétrie du propos. C'est un petit fonds, les risques associés d'image, je dirais, ou autres, ou réglementaires. C'est j'ai mis des sous, puis il y a un type qui sort, ça me fait exploser un ratio, et je reçois une lettre du commissaire Pikoff qui me dit c'est pas bien du tout, ça va te valoir un séjour de longue durée le long d'un gazoduc quelque part. Il faut aller revoir ce film merveilleux qui s'appelle Twist Again à Moscou. Et là, c'est lui qui va être l'arbitre, au sens qu'il va pouvoir capter la résonance et la sympathie entre l'objet, le propos de la société de gestion, ses métiers, ses valeurs, sa promesse. Alors évidemment, à chaque fois, je veux dire du bien d'elle, mais elle est partie de la salle. C'est notamment Alice, c'est une des seules sociétés de gestion qui a été incubée par les amis de Next, avec la santé. Voilà, nous, on a mis des sous dans ce fonds, entre autres parce que ça nous est apparu en parfaite résonance avec nos propos, nos métiers. Et alors que le temps de l'incubation, là, peut être assez rapide. Or, ce qui vaut le plus cher, c'est les premiers sous. Et lorsqu'on accompagne une jeune société de gestion, c'est pour le long terme, et on leur dit, mais surtout, dites-le. Et on devient un nouveau référent. Voilà, c'est un peu cette notion de référence sur laquelle je voulais insister. Pardon. Merci. Allez, le mot de la fin pour le président Jean Hérault. Oui, alors, dès ce soir, après le cocktail, vous allez sur le site de l'AFG, et sur la colonne de gauche, il y a Charte SGP Investisseurs. Vous pouvez télécharger ça, et l'année prochaine, je veux au moins le double d'adhérents. Voilà, au moins le double. Merci aux intervenants, merci à vous-même, et la journée continue.